Alors nous nous retrouvons pour la suite de notre entretien avec Didier Destouches, je rappelle, pour son recueil poétique Solaire. Alors nous étions en train de dire tout à l'heure, j'ai lu le poème Pays Volcan et je te demandais quel était le lien entre ce premier poème et le dernier que je trouve tout aussi magnifique, qui s'intitule Étoile du matin. Alors, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est le fruit du hasard qui fait que tu commences par quelque chose d'agité, de turbulent, on va dire, au sens étymologique du terme, et tu termines par Étoile du matin. D'ailleurs, Étoile du matin, ça s'adresse à qui? Et est-ce que tu pourrais nous le lire, même si après, je vais te laisser choisir un texte de ton choix, mais est-ce que tu pourrais nous lire Étoile du matin et nous dire à qui s'adresse-t-il? Moi, j'y ai vu une déclaration d'amour à une femme. Mais peut-être que ce n'est pas une femme. Alors, je te laisse le lire et ensuite, tu nous diras. Alors, ce qu'il faut dire avant que je lise, c'est que... alors, moi, ça m'amuse beaucoup. Mais c'est vrai que quand on est poète, on écrit des poèmes qui peuvent traiter de tous les sujets, mais qui traitent aussi beaucoup d'amour, en tout cas pour tout un certain nombre de poètes. C'est un thème classique, effectivement, voilà. en poésie. Alors, si Baudelaire avait une muse, on sait qu'il avait une muse et que, en fait, cette muse le faisait tant souffrir que ses poèmes trouvaient une beauté magnifique dans justement cette relation un peu incandescente Jeanne Duval, et fatale pour lui. Raphaël Confiant a fait un livre récemment là-dessus. On peut aussi écrire, mais comme ça, par, je dirais, un peu, sans que ça soit autobiographique en tout cas. Absolument. Ou biographique. Donc, c'est vrai, il m'arrive beaucoup, parce que j'ai un caractère peut-être tendre, mais il m'arrive beaucoup d'écrire pour l'amour. L'amour d'une femme, oui, certainement, l'amour des femmes de façon générale, et de laisser aussi mon imagination vagabonder. Donc, quelquefois, on se transforme en un acteur que dans la vie réelle, on n'est pas forcément. Mais il n'en est pas moins certain que la beauté de l'amour, de la relation amoureuse, de l'amour éros, la relation amoureuse, est d'un tel éclat qu'il me ramène souvent à des choses brillantes comme les étoiles. Et ce poème est un poème effectivement d'amour, mais c'est aussi effectivement un poème d'apaisement, il y en a un certain nombre, et qui traduisent aussi une certaine inaccessibilité quelquefois de l'être aimé, ou de l'être recherché, ou de l'être idéal. Et puis il y a enfin une façon de magnifier l'amour. Chateaubriand faisait beaucoup ça, parce qu'il était, quand il était jeune, il avait carrément imaginé une femme parfaite, qui était sa compagne imaginaire, mais presque bien réelle, parce qu'il ressentait des émotions pour cette femme qu'il avait imaginée, et ensuite qu'il a recherchée à travers différentes relations. Alors, je vais procéder donc à cette lecture. Étoile du matin, ton éclat est l'azur, j'y vole, j'y plane, telle la frégate, tu me berces du doux refrain de ton cœur qui bat. Ton parfum de prune et de jasmin me hante, toi, mon étoile du matin. Je respire et je vis de toi, que de toi et pour nous. Au-delà des brumes du temps, je t'ai trouvé, oui, trouvé. Reine de l'aurore, toi mon élu, douce colombe, perle de rose, ange d'amour, tu me hantes. Nuit et jour de ton aura, lumière, qui me soigne, m'accompagne, me révèle chaque jour mon destin et mon chemin vers le zénith éternel. C'est magnifique. Merci. Donc effectivement, si je comprends bien en t'écoutant, en lisant ce texte, tu m'as rappelé un peu Baudelaire, parce qu'on sait que Baudelaire, il est tout le temps en train donc, de balancer entre le spleen et l'idéal. Oui. Et ce poème m'a fait penser à cet idéal que l'on n'arrive pas à atteindre, parce qu'effectivement, quand on termine par vers le zénith éternel, on se dit, mais c'est une aspiration. Donc, à travers donc, ce poème et d'autres qui parlent d'amour, est-ce qu'on peut dire que l'amour, c'est ce qui va quelque part, même si tu parles du pays, même si tu parles des déceptions que l'on peut avoir, est-ce que l'amour, c'est un fil conducteur ou pas ? Alors,
il est difficile pour moi de dire que l'amour est un fil conducteur en termes de poésie. Mais l'amour se retrouve dans beaucoup de textes, beaucoup de vers, beaucoup d'éclats d'inspiration. Puisque moi, j'ai en fait, j'ai décidé de vivre les choses comme elles se sont imposées à moi dès le départ. Je n'ai pas cherché à modeler le type de poète que je voulais être parce qu'à la base, je n'avais pas de prétention de volonté d'être poète. Mais comme les choses se sont... comme la poésie s'est exprimée à travers moi, j'ai décidé de la laisser s'exprimer comme elle venait. D'accord. Donc, c'est souvent des flashs d'inspiration. Un jour, je vais me dire, je vais faire un quatrain. Un jour, ça va être un sonnet. C'est vrai que j'aime beaucoup les sonnets. Et un autre jour, j'aurai une envie, j'ai une pensée d'engagement qui va venir. Donc, l'amour n'est pas à la base, mais l'amour peut se retrouver quelquefois. Et ce poème que je viens de lire, bien sûr, qui traduit des sentiments amoureux, traduit aussi une volonté d'élévation. Et l'étoile du matin, c'est pour moi aussi la pureté de l'élévation spirituelle et la pureté de l'amour, dans sa forme pure en fait, et la pureté de la vérité, qui pour moi coïncident. Ces trois choses coïncident. Donc l'amour est à mon niveau une manifestation à laquelle aucun de nous n'échappe de la puissance énergétique des émotions et en même temps de la consistance de la vérité dans nos vies. Parce que c'est un sentiment vrai, qu'il soit terni ou pas, qu'il soit gâché ou pas, qu'il soit souillé ou pas, parce que l'amour peut être souillé, ou qu'il soit magnifié au contraire, et bien par des actes de la vie, hein, comme le mariage ou comme un rendez-vous amoureux. Tout dans l'amour est une manifestation de ce que j'appelle les cadences de la nature, qui sont la poésie même, c'est-à-dire tout ce qui manifeste comment dirais-je, l'inspiration divine sur terre. D'accord. L'énergie que Dieu met sur terre, la lumière qu'il met sur terre, mais aussi la part d'ombre et de ténèbres qui existe tout naturellement dans les émotions, dans les énergies, dans le vécu et dans la matière aussi. Donc pour moi, voilà, l'amour c'est une facette importante, mais ça n'est pas le diamant brut, c'est une facette du diamant. D'accord. Donc, si je t'entends bien, si je comprends bien ce que tu dis, donc en fait, tu es inspiré. Enfin, je veux dire, ça te saisit, l'inspiration. Oui. Tu ne fais pas de plan, tu ne te dis pas aujourd'hui, je vais écrire sur tel sujet. C'est vraiment, on peut dire que tu es un poète inspiré. C'est vraiment cela, au sens où on l'entend en général en poésie. Tu es saisi comme ça par un sujet, par quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu auras vu dans ta journée, que tu auras entendu quelque part? Qu'est-ce qui fait que tu te mettras à écrire? Alors, c'est très intéressant, je te réponds tout de suite. Mais pour dire qu'en plus... professionnellement, je suis astreint et tenu à une forme d'académisme, de structuration de mes écrits. Donc, dans un article scientifique, tu auras toujours un plan en deux parties, le plan même qui est exposé, et bien sûr, ça peut être un plan antithèse, synthèse, thèse, ou des antagonismes ou chronologiques. Bref. Donc, je suis très habitué, j'aime bien ça d'ailleurs, dans mon métier, mais d'un point de vue poétique, je ne supporte pas. Et c'est vrai que quand il faut structurer, parce que ça m'est déjà arrivé d'envoyer un manuscrit à un éditeur qui me répond oui, mais on ne voit pas la dramaturgie, on ne voit pas le suivi et autres. Ou pour en avoir discuté aussi avec des auteurs qui me disent oui, mais il faudrait que tu structures, que tu mettes... Et oui, bon, on peut faire un plan hein, si on a ça en soi, mais pour moi, ça ne doit pas paraître d'abord. On ne doit pas être dans un déguisement ou presque une falsification de l'inspiration qu'on a eue pendant tout un certain temps. Je pense, et je pense que c'est quelque chose que tu as vécu aussi, il y a un moment où tu fais un poème d'engagement, 2 mois plus tard, tu vas faire un poème
concernant l'amour. Tu pourras aussi faire un poème qui concerne ta vie, mais tu ne te dis pas, bon, grand 1, je vais faire 2 mois de poésie, et ensuite tu l'exprimes dans ton recueil. Donc, non, du début à la fin, j'essaie d'être, et donc jusqu'à la publication, j'essaie d'être dans une inspiration comme elle vient. Et pour moi, le recueil doit traduire ce qu'on a vécu pendant un certain temps. C'est pour ça que je me suis arrêté presque au 100e poème et que j'ai dit, j'ai vécu ça pendant 2 mois, je l'offre au public. Et donc, je fais le recueil tel que les poèmes se sont exprimés, que je les ai plus ou moins corrigés, mais c'est vrai que c'était ma première fois. Oui. Donc, tout est perfectible, bien évidemment. Et ça ne m'empêchera pas d'être plus structuré par la suite. Alors, sur l'inspiration, oui, c'est quelque chose que je peux voir, que je peux contempler, mais je me suis rendu compte, c'est pour ça que je tiens beaucoup à l'aspect, comment dirais-je, quasi surnaturel de la poésie, métaphysique de la poésie, parce que ce sont des flashs de textes et on se met à composer. Les mots viennent, même si quelquefois on peut passer 1 heure sur un vers, surtout quand on fait la rime, mais l'idée, elle est là. Et quand il n'y a pas l'idée, alors moi je ne fais pas ça, c'est-à-dire je n'ai pas d'idée, je me mets dans ma feuille, je me dis bon, il faut que j'ai fait un poème au bout d'1 heure ou 2 heures. Non, pas du tout. Il faut que ça vienne du ressenti, de ce que j'ai vécu. Mais dans cette période, c'est vrai que beaucoup de choses sont remontées, en particulier pour Solaire, beaucoup de choses sont remontées de mon passé, de mes souvenirs, de mes blessures, et aussi de mes succès, ou en tout cas de nos succès collectifs. Beaucoup ça, m'inspire beaucoup ça. Alors, tu as dit quelque chose, tu as dit que tu ne te vois pas te dire, tiens là, je vais faire un quatrain, etc. Mais en lisant ton recueil, j'ai quand même vu que le sonnet est un genre que tu apprécies particulièrement et que de manière générale, quasiment tous tes poèmes sont en vers. Alors, c'est une volonté de ta part ou les choses viennent comme ça? Parce que quand même, j'ai regardé pas mal, enfin j'ai tout lu, parce que ça fait déjà quelque temps que j'ai le recueil, et en fait, je vois que les vers sont là systématiquement. Tu fais une poésie en vers et non pas de la prose poétique. C'est un choix ou ça t'est venu comme ça? Les deux. Les deux. Pour moi, la poésie, c'était les vers et les sonnets en particulier. Ensuite, dans mes lectures, je me suis rendu compte que, bien sûr, il y a des poèmes en vers libre et qu'il y a toutes sortes de genres poétiques, allant juste même au calligramme inventé par Apollinaire. Absolument. Mais j'aime tout en poésie. À tel point que j'ai voulu que le prochain recueil s'intitule Mixologique. Et la mixologie, c'est l'art de faire des cocktails et de composer à base de plusieurs alcools des boissons, des cocktails en tout cas. Oui, voilà, j'ai un amour quasi modéré pour toutes les formes d'expression poétique. Simplement, j'ai une plus grande vénération pour la poésie en vers, d'une part parce que ça me paraît être la plus, je dirais peut-être la plus poétique, parce qu'il y a à la fois la recherche d'une esthétique et la recherche d'une musicalité liée à une métrique. Et je trouvais ça intéressant d'être, alors je le vis surtout avec les haïkus parce que c'est pas facile à composer, mais on se rend compte que, encore une fois, quand l'inspiration est là, les mots reviennent ou viennent. Et des fois, j'ai des mots qui viennent que j'avais oubliés depuis X temps. Mais il y a des petits éclairs comme ça, et puis on arrive à composer et à respecter le nombre de syllabes. Alors, j'ai cet académisme en moi, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais c'est vrai que pour moi, la poésie s'exprime aussi dans un certain cadre, même si je trouve que Baudelaire et ensuite Apollinaire ont eu raison d'exploser les cadres et d'aller dire que au-delà de cette volonté de faire de l'art pour l'art comme les Parnassiens ou de faire de la poésie romantique fleur bleue comme Alfred de Musset, il y a nécessité de laisser les poètes exprimer leur vision. Rimbaud aussi a beaucoup travaillé sur ça. Tout à fait. Il y a nécessité de laisser exprimer la création, l'art créateur d'un auteur
tel qu'il le souhaite. Et donc, on a eu ensuite de la prose, des versets, la poésie d'Édouard Glissant et de Saint John Perse, qui sont une des poésies assez hermétiques, presque savantes, Oui. n'en sont pas moins très belles, parce qu'il y a une musicalité aussi Absolument. qui se dégage de mots que tout un chacun ne connaît pas forcément. Mais en tout cas, moi, j'ai d'abord eu aussi ce souhait de chercher la musicalité. Il y a une chose qui est merveilleuse, alors je ne sais pas si tous les poètes l'ont expérimenté, mais moi, je ne suis pas un poète issu d'études littéraires. Mais presque tout naturellement, quand je compose un sonnet, j'arrive à faire des vers en 12 syllabes presque naturellement. Wow, et c'est ben quand je recompte, c'est je me dis c'est quand même... Mais c'est la musique en Tout fait. à fait. C'est que le tempo est dans la tête et quand le vers vient, il respecte presque naturellement cette métrique. Alors après, il y a une question très intéressante que moi j'ai posée à certains poètes sur les réseaux sociaux, en disant oui, mais la métrique occidentale et française, c'est ce que j'allais dire. elle est ce qu'elle est, il y a une musicalité, mais est-ce qu'elle est universelle? Elle n'est pas universelle. Voilà, il y a la nôtre. Et c'est aussi. une réflexion tout à fait. Voilà. Alors justement, Notamment en créole. Voilà, en rebondissant sur cela, quand on parle de cette rythmique, quand on parle de cette métrique, finalement, tes poèmes, tes textes, ils s'adressent à qui? Quel est ton public? Est-ce que tu souhaites t'adresser à tout le monde, même ceux qui ne sont pas férus donc de poésie, ou au contraire, est-ce que ta poésie s'adresse davantage à un public déjà sensibilisé? Alors, je crois que la poésie est un art qui a une vocation universelle. J'en veux pour preuve, effectivement, quand on lit, j'en reviens à Saint John Perse ou Édouard Glissant, et d'autres, hein, mais ce sont les exemples qui me parlent le plus. On a une beauté, une manifestation qui, même si l'on ne comprend pas le sens, touche l'âme parce que c'est spirituel et le cœur parce que c'est émotionnel. La poésie est plus qu'une peinture mise en mots. La poésie est un dévoilement intérieur, mais en même temps une aspiration vers une révélation extérieure de ce qui nous environne. Et quand on regarde des peintures abstraites ou cubistes ou post-impressionnistes ou surréalistes, quand on regarde des textes aussi surréalistes, on se rend compte qu'on voyage vraiment beaucoup. Quand on écoute des chansons en anglais, on ne comprend pas forcément certaines paroles, en tout cas pour certains qui ne sont pas bilingues, ou espagnols d'ailleurs, mais on ressent l'intimité presque de l'auteur. On ressent une beauté, un rythme, un chant, un air qui nous fait voyager. Donc la poésie, pour moi, s'adresse à tout le monde. Mais je pousse le bouchon presque très loin, pas trop loin, mais très loin, en disant que non seulement je souhaiterais qu'elle s'adresse et que je puisse avoir peut-être un jour la chance d'être lu par un public qui peut être soit d'Afrique, de l'Orient, de l'Asie ou autre, ou d'Amérique, mais en plus, c'est une poésie, en tout cas la mienne, que je ne veux pas cantonner dans un mouvement, que je ne veux pas cantonner dans une esthétique particulière et qui, somme toute, est assez simple parce qu'elle ne sera jamais que l'expression de ce que je suis, sans ajout superflu. Et je pousse le bouchon un peu loin en disant que je voudrais même que ma poésie s'adresse aux anges. Oh, c'est très très beau. Alors, je vais rebondir justement sur cela. Tu dis que tu voudrais qu'elle s'adresse, qu'elle soit universelle, qu'elle puisse être ressentie. Donc, si j'ai bien compris. Donc, si je comprends bien, tu cherches à émouvoir, tu cherches à interpeller, tu cherches à bousculer ou tu veux simplement que le lecteur s'évade. Quel est le but de ta poésie? Alors, en fait, c'est un peu tout ça. Hein. C'est un peu tout ça parce que quand je fais des textes comme Liberté, Liberté, comme Pays Volcan, comme Révolution, quand je fais un poème en hommage à Bob Marley, ou que je fais un 4 en hommage à Patrick Saint-Éloi, ou en hommage posthume à Jacob Desvarieux, il y a un peu de tout ça. Il y a même une volonté d'instruire quelquefois sur des aspects historiques. Mais au final, je crois que tout auteur, quelque part, veut avant toute chose se dévoiler.
et se dévoiler à lui-même et aux autres. C'est-à-dire qu'on écrit un texte, et c'est pour ça que on avait eu une discussion d'ailleurs à ce sujet, des hommes qui font de la poésie, ou des femmes, ou un public de lecteurs qui peut-être, on imagine, voilà, des femmes d'âge mûr lisant leur thé ou autre, alors qu'en fait, vous pouvez avoir aussi des jeunes qui vivent dans des situations un peu de précarité, dans le ghetto, ou des hommes qui sont en prison. J'ai fait un poème d'amour d'un homme qui est en prison et qui s'adresse aussi effectivement à ce type d'hommes qui sont en prison, ou de femmes d'ailleurs, qui aspirent à être libérés par l'amour qu'ils ont pour une personne qui est à l'extérieur de la prison. Absolument. Donc il y a un peu de tout. On essaie de s'adresser. J'écris aussi 2-3 textes, dont l'un que j'ai composé avec ma fille, Jade, qui a 9 ans. Et on s'adresse à des enfants, on essaie de formuler les pensées d'un enfant. J'ai fait un poème sur une petite fille qui vit la situation du confinement de façon positive. Donc, parce que justement, elle voit que finalement, ça a mis de l'amour dans sa famille, plus de présence, et que finalement, elle en a bénéficié. Donc, vraiment, tout public, mais c'est vrai que je n'ai pas eu d'envie de me cloisonner. Je suis quelqu'un qui est par nature assez généreux et qui aime beaucoup donner. Donc, en fait, je prends tout ce que je peux et je donne tout ce que je peux. D'accord. Et puis après, il faut voir, parce qu'effectivement, quand on construit une œuvre, quelquefois, il faut avoir une authenticité, une originalité. Je n'ai pas eu de volonté d'écrire une œuvre aussi, mais si jamais je continue à écrire de la poésie, alors peut-être que j'essaierai de cibler un peu plus. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Très passionnant. J'espère qu'effectivement, chers téléspectateurs, vous apprécierez ce moment autant que je suis en train de l'apprécier. J'ai une dernière question pour toi. Mais d'abord, je vais te laisser lire un texte de ton choix et ensuite, je vais te poser ma question. Elle n'est pas philosophique, mais je te la pose quand même déjà. Selon toi, est-ce que la poésie a vocation à faire changer les humains et peut-être plus largement à faire changer le monde ? Oui, alors je vais répondre en fait et je vais lire après. Pourquoi ? Parce que finalement, ça introduit bien ce que je vais lire. Pour moi, la poésie, comme le dit un auteur dont j'oublie le nom, un poète français qui travaille beaucoup pour la poésie, qui a fondé le Printemps des poètes, en tout cas qui a dirigé le Printemps des poètes, la poésie changera le monde. Moi, je le crois profondément. Tu as très bien défini tout à l'heure la poésie. On peut ajouter que c'est une forme d'art qui est presque ancestrale, qui existe depuis très très longtemps et qui est à l'aube même des autres styles littéraires. Les romans n'ont pas préexisté aux poèmes. Exact. Avant, quand on faisait de la littérature, comme Virgile, comme Homère ou autre, c'était de l'écriture grecque en vers. Et quand on l'a traduit en français, ça donne presque des romans, mais en réalité, c'est de la poésie. Mais c'est de la poésie. Et puis il y a l'art des griots sénégalais, africains, raconter des histoires. Chez nous aussi, il y a cette oralité qui de plus en plus est véhiculée, écrite, et on a beaucoup de poètes en Guadeloupe. Énormément. Et ça coïncide très bien avec le fait qu'il y a beaucoup de beauté aussi en Guadeloupe. Donc on est dans un mouvement artistique qui se régénère tout le temps comme un phénix et qui influence énormément les hommes. Quand on regarde les grands textes, on se rend compte, quand on prend des anthologies de grands textes politiques ou autres, on se rend compte qu'il y a presque autant, si ce n'est plus, de poèmes comme celui de Paul Éluard, Liberté, ou l'ouvrage tout entier Cahiers d'un retour au pays natal, qui est fondateur de la négritude d'Aimé Césaire. J'oublie je crois que c'est l'enfant fatigué, je ne sais plus le titre du poème qui dit je suis fatigué d'aller à leur école. Guy Tyrolien, Guy Tyrolien, j'oublie le titre exact. Prière de petit enfant nègre. Et en fait, on est dans des textes qui nous travaillent et qui continuent le chemin. Alors après, il y a une question de transmission de la poésie, mais en réalité, il y a une telle manifestation d'une forme de beauté, de pureté, même quand il s'agit, comme Baudelaire, d'aller vers la description, la visualisation de choses qui, a priori, ne sont pas belles, sont ignobles, mais dont on peut traduire la beauté, c'est tout le succès de Baudelaire. Eh bien, on se rend compte
que qu'on est cerné par la poésie et qu'on ne peut pas y échapper, et qu'au contraire, c'est un échappatoire excellent pour ceux qui, demain, sont des leaders qui aspirent à changer le monde de façon positive. Donc, moi, j'y crois, mais je crois surtout qu'il faut œuvrer à ce que la poésie, en particulier en Guadeloupe et chez nous, soit de plus en plus valorisée, connue, ait des sites d'expression, ait des lieux d'exposition, parce que la poésie peut s'exprimer, peut se mettre en scène. Et donc, c'est tout un travail des différents acteurs culturels, des auteurs comme nous aussi, qui doit être mené. Alors, justement, j'ai écrit un texte qui parle de changement. J'avais prévu de lire... Enfin, je vais essayer de faire vite, comme ça je pourrais peut-être, si tu permets, lire les deux, mais je vais faire très vite. Il n'y a pas de problème. Moi, je lirai un que j'apprécie beaucoup tout à l'heure, La prophétie du mal fini. Ah oui, c'est un très, très bon exemple aussi. Alors, je vais lire Révolution, et après un autre poème qui reviendra sur les terrains si fertiles de l'amour. Alors, Révolution, qui est un texte un peu plus engagé. Au matin de la vie, vers le rêve et l'espoir, ils chantèrent pour les anges et les hommes, ils chantèrent pour qu'ils ne cessent de croire que l'amour de la vie et la joie est la somme. L'aurore est là, pleine de feu et de glace, dans son manteau de lumière argentée, elle t'appelle à la tâche, à laisser une trace, à combattre jusqu'au Dieu pour ta liberté. Ne crains ni la cendre, ni le froid, ni le fer, ne crains ni l'orage, ni la peur de fer. Ne crains ni mensonge, ni aucune ténèbre. Ne crains aucune de ces fausses idoles que le monde célèbre. Le jour se lève pour les fous et les braves. Le jour se lève pour la peine et la gloire. Et le volcan du cœur, sent monter la lave, qui élève le peuple et embrase l'histoire. Voilà. Magnifique. Merci. Merci. Donc, je te laisse lire le deuxième, il n'y a pas de problème. Alors, le deuxième s'intitule « La rencontre ». Ah, ben, écoute, où j'ai voulu traduire le moment de ce qu'on appelle le coup de foudre, mais qui en réalité, avant même qu'il y ait tous les sentiments, c'est une providence de rencontre de deux esprits. J'étais là. Dans ta sélection. Alors, comment te dire le choc de deux étoiles? La rencontre de Titan et d'une aurore, l'exil d'un matin sans femme et sans voile, le moineau sorti de l'œuf qui vient d'éclore. Comment dire le tam-tam du cœur en éveil? Ô déesse venue du ciel me terrasser, comment te chuchoter mon tourment sans sommeil, pour te dévoiler mes sentiments envoûtés? Comment dire ma flamme d'une voix innocente sans provoquer le châtiment de ta fureur? Je n'ai que ma sincérité, j'en ai bien peur. Comment te dire, viens, suis-moi et oublions leurs lois. J'ai pour toi un Olympe et des millions de douceurs. Ne soyons plus qu'amour dans une divine clameur. Alors ça, c'est un sonnet en fait. Oui. C'est un exemple de sonnet qui, pour la plupart, sont des poèmes d'amour, mais pas que. D'accord. Alors, nous avons une nouvelle coupure publicité avant de nous retrouver pour les sorties littéraires. Donc, je te donnerai de toute façon la parole tout à l'heure, puisque moi, j'ai envie de partager avec les téléspectateurs La prophétie du mal fini. Déjà, j'aime beaucoup le titre. Alors, on se retrouve dans quelques instants et nous aborderons donc les sorties littéraires.